Bonjour à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde pour votre émission du dimanche soir. Une émission où on va faire un bilan synthétique de tout ce qui se passe aux États-Unis. Ça fait beaucoup parler, beaucoup de questionnements, mais il y a aussi de nombreux événements extrêmement importants qui ont lieu dans la transformation des États-Unis depuis que Donald Trump est au pouvoir. On va essayer de faire un petit peu le bilan, voilà, à la fois de ce qui se passe à l'intérieur, des politiques extérieures, parce que beaucoup d'événements se suivent. Donc il est important de faire un point simple et efficace, et c'est ce que l'on va faire avec le camarade Terence. Bonjour Terence et merci d'être là. Salut Raphaël, salut à tous. Alors, Terence, donc la semaine dernière, nous avons fait une émission avec Laurent Michelon où on a pu parler de la Chine et de la voie médiane. Ça nous a permis de faire un petit peu le point sur ce qui pourrait se développer sur un aspect précis qui va représenter quand même un aspect fondamental du futur des États-Unis en termes de relations commerciales, mais aussi même de tensions militaires. Et donc là, je pense qu'il est quand même important, comme je l'ai dit en introduction, de pouvoir parler un petit peu de ce qu'a pu commencer à faire immédiatement Donald Trump en prenant le pouvoir de manière effective, et aussi donc de son entourage qui est en cours de nomination et de validation pour certains, avec sa nouvelle administration, une administration qui fait aussi très peur. Le pouvoir, on va dire ce qu'on pourrait appeler, je pense, l'État profond américain, mais aussi les médias français. On voit qu'il y a plein d'articles qui sortent, et je citerai une du magnifique journal Libération. Je sais, Terence, que tu es abonné comme tous nos spectateurs à Libération. Eh bien, c'est RFK, Kash Patel, Tulsi Gabbard, l'inquiétant casting de Donald Trump passe au stade oral. Donc là, alors d'ailleurs, c'est toujours avec un truc tendancieux de Libération dans leur titre, mais il va être important de pouvoir présenter un petit peu les différentes personnalités, ce qu'ils apparemment souhaitent faire, ce qu'ils pourraient faire. Mais avant ça, commençons par les premières actions de Donald Trump, Terence. Donald Trump a fait quelque chose qui, à mon avis, a fait plaisir en termes de représentation d'un président, quelque chose que l'on aimerait voir, y compris pour la France, c'est-à-dire signer immédiatement beaucoup d'executive orders pour mettre en place la politique qu'il avait promis. Donc peut-être nous faire un rappel synthétique, parce qu'il a signé énormément d'executive orders et continue d'en signer. Et parmi ces executive orders, il y en a certains qui sont extrêmement symboliques pour montrer le changement profond qu'il y a aux États-Unis depuis le changement de président. C'est-à-dire entre la présidence de Joe Biden et de Donald Trump, et bien là, on voit un changement des États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir, selon toi, parmi tous les executive orders qu'il a pu signer? Alors, déjà, on va rappeler ce que c'est qu'un executive order. Et puis, en amont, je voudrais quand même revenir sur les débuts de la présidence Trump, de son deuxième mandat. Vous vous rappelez que quand Trump a été élu en 2016, ça a un petit peu patiné au début. Ça a été un mandat un peu chaotique, un petit peu mou. On attendait plus de lui. Bon, ça venait du fait qu'il avait été élu, hein, bien sûr, mais il n'avait pas été si bien élu. Ce qui s'est passé en 2016, c'est qu'il s'était présenté contre Hillary Clinton. Tout le monde donnait Hillary Clinton gagnante. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont pas déplacés aux urnes ce jour-là pour aller voter. Et donc, Trump est passé, comment dire, un petit peu en Fosbury. Il a gagné en 2016 le collège électoral. Vous vous rappelez de comment ça marche aux États-Unis, hein. Vous êtes élu avec des grands électeurs, on n'est pas élu au vote populaire. Et en 2016, Trump gagne le collège électoral, mais il gagne pas le vote populaire. Et il se retrouve avec une mandature où certes, il a le Congrès avec lui, puisque à l'époque, le Sénat et la Chambre basse sont acquis au Parti républicain, mais le Parti républicain n'a pas été encore travaillé par les forces trumpistes et sont donc plutôt anti-Trump. Et ils vont lui mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Donc le début du mandat de Trump en 2016 sera relativement faible, en fait. Et tout son mandat sera plutôt chaotique parce qu'il faudra qu'il se batte surtout, il doit se battre avec les médias, il doit se battre avec le Parti démocrate, avec l'État profond, mais il doit surtout se battre avec son propre parti, en fait. Bon, la donne, elle a changé en 2024, puisque Trump, il gagne le vote populaire, il gagne le collège électoral, il gagne le Congrès. Enfin, c'est vraiment une victoire éclatante, en fait, et qui lui donne beaucoup de latitude. Donc Trump, là, on voit une volonté et une capacité à établir réellement la politique qu'il veut. Donc c'est pour ça qu'on voit signer beaucoup de executive orders. Qu'est-ce que c'est un executive order? Vous avez des lois qui vont être gravées dans le marbre et ça va être difficile de les retirer. C'est quand elles sont votées par le Congrès.
Voilà. Ça, si vous voulez retirer une loi qui a été votée par le Congrès, il va falloir faire appel au Congrès pour pouvoir l'annuler. Un executive order, c'est différent, c'est le privilège de l'exécutif, donc là, en l'occurrence de Donald Trump, de promulguer des lois qui dureront tout le long de son mandat et qui peuvent être annulées par le prochain président si le prochain président n'est pas en accord avec ces executive orders. En général, quand un président, si vous avez un président républicain élu et quand vous avez un président démocrate, le président démocrate annule tous les executive orders du président républicain et vice-versa. Bon, ça donne une certaine marge de manœuvre à l'exécutif quand il n'a pas le Congrès avec lui. Vous voyez, ça a été bien pensé par la Constitution. Bon. Voilà, c'est ça un executive order et Donald Trump est en train d'en signer beaucoup. Alors, lesquels sont les plus emblématiques on pourrait dire, bon, déjà que Trump a été élu sur des problématiques surtout d'immigration. Donc, une de ses premières actions, ça a été d'envoyer des troupes à la frontière sud. Hein, on a tous vu les vidéos avec des hélicoptères qui débarquaient des troupes à la frontière sud. Ensuite, il a commencé à faire à signer des executive orders pour mener sa politique de tarifs, c'est-à-dire de taxes douanières. Il a tout de suite commencé à taxer le gouvernement mexicain, qu'il a ensuite, ça lui a donné beaucoup de leviers pour faire en sorte que le gouvernement mexicain envoie des troupes à la frontière sud pour réguler l'immigration et le trafic de fentanyl. Ce qui, ça a permis à Trump de faire le boulot par les Mexicains. Et en contrepartie, il a dit au gouvernement mexicain, je vais geler les tarifs pendant un mois, voir si ça marche. Et si ça marche pas et que vous ne respectez pas notre accord, alors je remettrai les tarifs. Donc Trump, en fait, signe des executive orders pour mener une politique de taxes douanières et il les utilisait comme levier politique. Ça, c'est extrêmement important. Qu'est-ce qu'il a signé? Il a banni les hommes transgenres dans le sport américain. Donc là, c'est clairement un tacle contre le wokisme. Il était attendu là-dessus. Donc là-dessus, il n'a pas déçu. C'était attendu par le public américain. Et un dernier executive order qu'il aurait signé, il est en train de voir s'il ne pourrait pas supprimer le ministère de l'Éducation. Vous avez un ministère de l'Éducation aux États-Unis, c'est très mal vu par les républicains parce qu'aux États-Unis, vous avez un système comme en France, de carte scolaire. C'est-à-dire que si vous voulez envoyer vos enfants dans le public, vous avez une zone délimitée et vous n'êtes pas libre d'envoyer vos enfants où vous voulez. Vous n'êtes pas libre d'envoyer vos enfants dans n'importe quelle école publique. Vous êtes obligé de les envoyer dans l'école publique de votre quartier. Ça énerve beaucoup la droite américaine. Et ça oblige beaucoup de gens, s'ils sont dans des quartiers où l'école publique a une mauvaise réputation, d'envoyer leurs enfants dès le plus jeune âge dans le privé. Or, le privé aux États-Unis coûte extrêmement cher. Extrêmement cher. Donc, Trump est en train d'essayer de supprimer via des executive orders le ministère de l'Éducation. Donc, vous voyez, il signe tous ces executive orders. Il était attendu là-dessus. Il était attendu sur l'éducation. Il était attendu sur les questions de transgenre dans le sport. Il était attendu sur l'immigration. Il s'y est tout de suite mis. Hein. Il s'est tout de suite mis et aussi il avait annoncé la couleur lors de son discours d'intronisation le 20 janvier où il avait expliqué que c'était le retour de l'âge d'or, enfin le début de l'âge d'or des États-Unis et on a vu le message clair qui était envoyé à toute cette dimension très woke, même si tu as pu aussi résumer les autres problématiques, hein, c'est aussi d'expliquer qu'il n'y a que deux genres, enfin deux sexes, comme ça permet de poser les bases. C'est sûr que là on voit les réactions en termes, enfin sur le sport, c'est-à-dire que les lobbies LGBT sont plutôt étonnés de voir qu'il y a enfin une sorte de purge, mais on peut voir que encore une fois, c'est vraiment une problématique profonde des Américains face à laquelle Trump répond parce que des images assez symboliques, hein, des vidéos ont été prises, on le voit d'ailleurs signé, entouré de femmes, ce qui est assez étonnant de voir ça. Donc, il faut vraiment se dire que ça a eu un impact colossal hein, sur la progression dans le sport. C'était vraiment une problématique interne très forte. Peut-être qu'on a du mal en France à imaginer l'impact que ça pouvait avoir parce que ça pouvait briser de nombreuses vies quand on voit les dettes importantes qui pouvaient se créer lorsqu'on faisait les études aux États-Unis.
tout l'engagement qu'il y avait derrière. Et quand on avait des athlètes féminines qui se retrouvaient en fait battues par un mauvais homme qui est devenu trans, il était mauvais dans sa catégorie masculine et ensuite devenait le meilleur en tout. On se souviendra d'un exemple de l'athlète transgenre en termes de natation. Eh bien, c'était vraiment catastrophique. C'était vraiment quelque chose de terrible. Tout ça avait été pensé en amont dans un épisode de South Park qui est resté célèbre. Hein. Absolument. Et c'est pas le seul épisode d'ailleurs, ou en tout cas la seule mention prophétique dans South Park. Oui, certes. Ouais. Donc, on a aussi évidemment l'énergie, la santé. Donc, on a les États-Unis qui se sont retirés de l'OMS. On a les États-Unis qui se sont retirés des accords de Paris. On a une urgence énergétique nationale qui a été décrétée. Donc, on est vraiment, de manière globale, sur tous les plans, on est vraiment dans ce qu'on appelle avec l'anglicisme, c'est America's First. Donc, avec tous ces executive orders qui ont été signés, Terence, maintenant, j'aimerais que l'on puisse analyser son entourage. Comme tu l'as dit, c'est aussi un des gros changements que l'on a pu observer pendant la campagne électorale, mais aussi maintenant, c'est ce que l'on voit avec les fameuses nominations. Donc, on a des personnalités qui vont, en tout cas qui tentent, parce qu'ils doivent passer devant une audition pour pouvoir être validés. Et d'ailleurs, on a pu voir que la toute première personne qui a été validée, qui était Pete Hegseth, a été validée de peu. Donc là, il y a de grands questionnements qui arrivent sur le fait de savoir est-ce que toute l'équipe de Donald Trump pourra se déployer sans encombre. Donc peut-être, voilà, nous rappeler ou nous dire les personnages principaux qu'il faut pouvoir observer. Donc là, j'ai pu citer Pete Hegseth, mais il y a aussi, je pense, RFK Jr., il va y avoir Tulsi Gabbard, aussi Kash Patel. Donc, qui sont ces différentes personnes? Quels sont les postes qu'ils veulent prendre et surtout quelles sont les politiques qu'ils souhaitent mettre en place? Bon, alors déjà, effectivement, on a Peter Hegseth qui a été nominé. Je vais rappeler comment on se fait nominer pour un ministère aux États-Unis, un ministère d'importance. Vous devez avoir le vote du Sénat. Voilà, donc aujourd'hui, on a un Sénat républicain, donc on pourrait se dire, ça va passer sans problème. Bon, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel bord vous vous situez, mais en tous les cas, au Sénat, on a toujours la fameuse Lisa Murkowski, qui est la sénatrice du Maine et qui est quand même qui est très modérée. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire modérée, mais en tous les cas, elle est quand même anti-Trump et elle vote systématiquement contre les propositions de Trump. Elle a donc voté contre la nomination de Peter Hegseth au DoD, c'est-à-dire au Department of Defense, c'est le ministère de la Défense. Et dans ces cas-là, on s'est retrouvé donc dans une configuration à 50-50. Et quand vous êtes dans ce cas-là, alors c'est le vice-président qui tranche, en l'occurrence J.D. Vance. Et évidemment, J.D. Vance a tranché en faveur de Peter Hegseth. Alors Peter Hegseth, vous voyez qui c'est, hein, c'est un type assez jeune, hein, il doit avoir mon âge. Je ne sais pas la première jeunesse non plus, mais ce type avec des tatouages partout, des tatouages des Templiers, etc. C'est un type qui est chrétien sioniste, qui vient plus ou moins des milieux néoconservateurs et qui, il est très sioniste. En même temps, il est très attaché à l'agenda America First, ce qui est quand même un léger changement, puisque vous vous rappelez que sous l'ère Bush, les sionistes étaient tous néoconservateurs, et donc n'étaient pas réellement en faveur de l'Amérique d'abord, mais ils étaient plutôt en faveur de l'hégémon américain, de l'empire américain, de l'Amérique utilisée dans un projet de globalisation. C'était ça le néoconservatisme. La différence, c'est que Peter Hegseth, lui, il est en faveur de America First. C'est un nationaliste, sioniste et chrétien. Bon, il a été élu. Il sera désormais au ministère de la Défense. Il est effectivement passé de peu, mais il a fait ses auditions qui se sont plutôt bien passées et il a réussi à passer grâce au vote de J.D. Vance. Alors aujourd'hui, sont encore étaient auditionnés la semaine dernière Tulsi Gabbard, Kash Patel et Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr., on sait tous qui il est. Trump voudrait essayer de le mettre en place pour Make America Healthy Again. Robert Kennedy Jr. va être utilisé pour essayer de mettre fin aux maladies chroniques aux États-Unis, qui sont extrêmement répandues.
on a apparemment 60% de la population américaine qui souffre de maladies chroniques. Et RFK est utilisé pour y mettre fin en combattant les différents lobbies pharmaceutiques. Alors, son audition était plutôt intéressante puisque ça a soulevé plusieurs questionnements. Le questionnement d'abord, on a parlé du Covid comme une arme, ce qu'on appelle ethno-weapon, c'est-à-dire une arme qui serait centrée biologiquement sur certaines ethnies. À l'époque, vous vous rappelez, il y avait une petite vidéo où Robert Kennedy Jr. Disait que le Covid faisait surtout du mal aux Blancs et aux Noirs, mais touchait très peu les Juifs ashkénazes et les Asiatiques. Il a été repris là-dessus, c'était assez intéressant. Il est revenu également sur la maladie de Lyme. Alors, il y a tout un dossier là-dessus que je transférerai à ceux qui veulent, sur la maladie de Lyme qui aurait été créée en fait dans des laboratoires américains au large, je crois que c'est sur une île au large de la Géorgie ou au large de la Floride, par des laboratoires gouvernementaux pour être ensuite utilisés comme des bio-weapons, des armes biologiques. On en a reparlé pendant l'audition de Robert Kennedy Jr. Et Robert Kennedy Jr. ne s'en est pas dédit. On a donc là quelqu'un qui va avoir un rôle très important à la tête du gouvernement et qui est clairement un conspirationniste. Et je dis conspirationniste, c'est pas du tout, pour moi, c'est pas... Bon, évidemment que j'ai certaines réserves quant au conspirationnisme, mais c'est pas non plus injurieux. Donc c'est ça la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui vous avez des gens qui sont ouvertement conspirationnistes et qui se retrouvent à des postes avec de très grandes responsabilités. C'est le cas pour Robert Kennedy Jr. Et ce qui est intéressant à noter vraiment, c'est j'invite tous les spectateurs et surtout les anglophones ou non, parce qu'il y a aussi des parties sous-titrées, il faut absolument regarder ces auditions. Elles sont très intéressantes parce qu'on peut voir l'hystérie du camp démocrate, qui est absolument hallucinante. C'est-à-dire les interrogations sont d'une violence, d'une agressivité qui pour moi, si on inédite. Voilà, c'est ça. C'est si on les mettait plus en avant sur les réseaux sociaux, je pense que le message serait clair de voir en fait qui est possédé par l'émotion et l'hystérie et qui essaye plutôt d'être dans le dialogue et une forme de rationalité. Ça semblait vraiment plutôt clair. Et quand on voit même par exemple face à Robert Kennedy Jr., je me souviens, il y avait quelque chose qui était quand même hallucinant et extrêmement drôle. Bon, il y a une femme absolument hystérique qui a répondu, mais moi c'est surtout Bernie Sanders, c'est-à-dire l'anticapitaliste millionnaire parce qu'il a vendu des livres. Donc ça c'est quand même toujours assez drôle et qui se met à lui hurler dessus en lui demandant si en fait il est contre les fameux onesies. Donc les onesies sont les tenues pour enfants et donc en fait vous avez un partage d'écran où en fait on voit une espèce de tenue pour enfants avec un slogan dessus et il se met à hurler pendant 5 minutes pour demander si Robert Kennedy Jr. valide ces onesies. Et donc on entend vraiment Bernie Sanders faire Do you accept this onesie, this one? Et en fait ça n'a aucun sens et on voit une audition mais vraiment hystérique. Et on a vu un Robert Kennedy Jr. qui, lui, par contre, a été quand même vivement attaqué parce que c'était de nombreux tests. Le fait de parler du Covid, de parler des vaccins aussi de manière générale. Où on a même Robert Kennedy Jr. qui a fait un pas en arrière comparé à tout ce qu'il a pu dire lors de nombreux podcasts où il a été beaucoup plus diplomate en expliquant qu'il n'était pas contre les vaccins, etc. Mais ce qui est normal parce que il y a des choses légalement aussi qu'il ne peut pas dire. Je pense, ou en tout cas, il décide d'avoir un discours qui peut englober plus de population, mais ces auditions sont extrêmement intéressantes à regarder. Et là, Robert Kennedy Jr. serait en passe aussi donc d'être validé. Nous aurons la réponse dans quelques jours, parce que là, le Sénat souhaite arriver à la clôture du débat à partir de dimanche soir, donc pour les États-Unis, ou alors sinon à partir du début de la semaine prochaine. Ouais, ce sera certainement mardi, apparemment. Donc mardi, on aura la réponse. Et rappelé, tu as parlé de Bernie Sanders, mais il y avait aussi les attaques assez brutales et plutôt stupides de, je me rappelle plus son nom, de la fameuse Pocahontas. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, juste pour ça, regardez les auditions, c'est assez comique. Ça vaut son pesant de laudanum, disons. Voilà. Pesant de méthylène bleu. Voilà, c'est ça, de méthylène bleu, ouais, tout à fait. Ensuite, on a eu les auditions de Tulsi Gabbard qui serait peut-être nominée à la Direction of National Defense. Donc, elle serait à la tête des services de renseignement, ce qui serait quand même assez stupéfiant quand on connaît un petit peu le background de Tulsi Gabbard, les positions qu'elle a prises ces 15 voire 20 dernières années. Tulsi Gabbard, elle est quand même connue pour ses positions pacifistes, plutôt isolationniste, voire conspirationniste en fait.
et elle serait à la tête des services de renseignement. Alors ça, ce serait tout à fait stupéfiant. Je pense que les auditions se sont plutôt bien passées pour elle parce qu'elle est elle est très souple et elle s'est bien débrouillée. Je pense qu'elle va passer. Et je pense que ça va faciliter la nomination de Kash Patel au FBI, évidemment. Ce serait véritablement une bonne nouvelle, parce qu'effectivement, si vous avez Tulsi Gabbard à la direction et Kash Patel au FBI, il y a des dossiers qui vont sortir. On en avait parlé. Ouais, on va parler de Kash Patel. J'aimerais juste te poser une question, après je te laisse continuer. Hein, c'est de ne pas oublier, en tout cas, peut-être de faire un rappel pour le spectateur de qui est Tulsi Gabbard et aussi de ce qu'elle a représenté lors des élections. Faire ce rappel parce que je pense que c'est une personnalité américaine qui est très très peu connue du public francophone. Parce que là, on parle de personnalité politique précise, donc ne pas hésiter à rappeler quelle a été l'importance symbolique lors de la campagne électorale de Trump. Oui, son importance à elle, c'est que, bon, déjà, elle était représentante, elle a été élue il y a des années, elle était représentante à Hawaï. Elle était démocrate à l'époque, et on a vu comme ça, elle était sur des positions pacifistes, anti-néoconservatrices, etc., et même anti-CFR, et on l'a vu glisser comme ça, peu à peu vers le Parti républicain. Elle se faisait interviewer de plus en plus souvent par Tucker Carlson à l'époque où il avait encore son show sur Fox News. Ensuite, on a vu carrément remplacer Tucker Carlson sur Fox News. Et finalement, en 2024, elle a décidé de passer au Parti républicain et de rejoindre l'équipe de Donald Trump. Alors effectivement, quand vous arrivez à prendre dans vos filets un poisson de cette taille, c'est effectivement symbolique et c'était quand même très fort pour le Parti républicain de pouvoir prendre comme ça Tulsi Gabbard dans ses filets. Tulsi Gabbard, qui en plus jouit, elle a une espèce elle a une forme de capital qui fait qu'elle plaît un peu à tout le monde parce qu'elle est jolie, elle est sportive, elle était dans l'armée, donc elle a quand même un background relativement sérieux. En tous les cas, elle a un capital séduction qui est assez haut, et je pense que c'est quelqu'un de sérieux aussi. Et donc c'est vraiment un atout dans le portefeuille de Donald Trump. Donc on espère qu'elle sera nominée effectivement à la tête des services de renseignement. Et comme je le disais précédemment, ça facilitera grandement la nomination de Kash Patel au FBI, qui est également souhaitable pour faire sortir des dossiers dont on a besoin. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.